Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal. À la une, le gang Tibois, dirigé par le chef armé Chrysla, a pris le contrôle de la centrale 2 de l'EDH à Torland, dans la commune de Carrefour. Les employés ont été évacués sans violence et aucun dégât matériel n'a été signalé selon des sources internes. Le groupe armé réclame 8 heures d'électricité par jour pour Carrefour à l'occasion de la Coupe du Monde 2026. La République dominicaine rouvrira le 30 mai les vols commerciaux avec Haïti, mais sous restriction. Seuls les vols vers et depuis l'aéroport du Cap-Haïtien seront autorisés, tandis que celui de Port-au-Prince reste fermé aux vols commerciaux. Les compagnies aériennes devront soumettre les données des passagers aux autorités dominicaines. Également à la une, le ministère de l'Environnement a suspendu jusqu'à nouvel ordre l'exploitation de sable à Pèlerin, La Boule et Boutillier dans la commune de Pétionville. Les autorités évoquent des risques importants d'érosion, d'éboulement et de glissement de terrain liés à l'extraction anarchique de matériaux. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le gang Tibois, dirigé par le chef armé Chrysla, affirme avoir pris le contrôle ce jeudi de la centrale 2 de l'EDH à Torland, dans la commune de Carrefour. Les employés ont été évacués sans violence et aucun dégât matériel n'a été signalé selon des sources internes. Le groupe armé réclame 8 heures d'électricité par jour pour Carrefour à l'occasion de la Coupe du Monde 2026. L'arrêt des activités de cette infrastructure pourrait affecter l'alimentation électrique de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parallèlement, la police nationale d'Haïti a lancé une vaste opération anti-gang à la Croix-Péris, dans la commune de l'Ester, afin de démanteler le fief du gang Kokorat sans race. Depuis mercredi, les forces de l'ordre déploient d'importants moyens, dont 8 véhicules blindés et des engins lourds. Au moins 2 présumés bandits ont été tués lors d'une intervention à Mapou-Lagon. Les gangs et leurs commanditaires devront répondre de leurs actes devant la justice, a déclaré le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé lors de la conférence nationale des leaders religieux pour la paix. Il a affirmé que la PNH et les forces armées d'Haïti seront renforcées afin d'améliorer leur efficacité sur le terrain. Le chef du gouvernement a également indiqué que son administration travaille d'arrache-pied pour créer un climat propice à la tenue des prochaines élections. Il en a profité pour lancer des messages d'appel à la paix. Reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Malgré les défis et le contexte difficile dans lequel se trouve le pays, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé continue de s'accrocher à ses propos. Lors de la conférence nationale des leaders religieux pour la paix, le chef du gouvernement souligne une fois de plus l'importance de renforcer les forces armées légitimes. Le gouvernement travaille avec détermination pour renforcer la police nationale, renforcer l'armée d'Haïti et puis améliorer les conditions de force sécurité pendant la consolider capacité pour nous défendre le territoire. Moi salue le courage policiers et militaires qui ont marché pour les bandits, Port-au-Prince, Koula-Tibonite. Sacrifice fait force nation. Le locataire de la primature rappelle l'inauguration récente des pôles judiciaires, une institution capitale, a-t-il précisé, dans la lutte contre les groupes armés et leurs commanditaires. Paul Sayo a renforcé le système judiciaire, mettez fin à l'impunité gang à toute complice et puis poursuivre crimes financiers complexes qui sont une grosse cause d'insécurité dans le pays aujourd'hui. Pôle judiciaire représente une étape décisive pour établir l'autorité de la loi, protéger les citoyens, femmes activistes qui ont violé et puis faire justice là, reprendre toute valeur. Le renforcement des forces armées, les pôles judiciaires, autant d'initiatives qui contribuent à mettre fin à l'impunité, à l'insécurité, laisse entendre le chef de la primature, affirmant une énième fois que le gouvernement travaille d'arrache-pied afin de créer un climat qui sera favorable à la tenue des élections. Haïti doit retourner sans perdre du temps dans l'ordre constitutionnel. Le gouvernement, ensemble avec le Conseil électoral provisoire, a travaillé pour créer les conditions
pour organiser élections crédibles, transparentes et démocratiques. Tout effort est fait pour le pays à rentrer dans une nouvelle étape. L'occasion pour le Premier ministre, après avoir mis l'accent sur le climat d'incertitude qui règne dans la capitale, de lancer un appel à toutes les forces vives du pays. On choisit unité au lieu de division. On choisit responsabilité au lieu de conflit. Haïti souffre trop. Les arrivées pour nous lever ensemble, pour nous prendre destin nous en main. Et puis mettre le pays à son chemin la paix, sous rail stabilité et développement durable. Un atelier d'échange sur le rétablissement de la paix s'est déroulé en présence des hauts dignitaires du pays, l'opportunité pour le PM de rappeler les priorités de son gouvernement et de lancer des messages de paix. Autre dossier, le Conseil électoral provisoire engage des discussions avec plusieurs institutions publiques en vue de faciliter la participation de la diaspora haïtienne au prochain scrutin. Une réunion de travail s'est tenue mercredi avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et l'Office national d'identification. Les échanges ont porté sur les dispositifs institutionnels, techniques et logistiques nécessaires au vote à l'étranger, notamment de les représentations diplomatiques et consulaires haïtiennes. Par ailleurs, le projet de décret continue de susciter des débats dans les médias. Dans ce contexte, nous recevons le porte-parole de l'EPL, Dagno Siriac. Monsieur Dagno Siriac, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Métro News ce soir. Bonsoir Madame Rose Berline Batelmi. Bonsoir aux auditeurs, auditrices de Radio Métropole, également aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télémétropole. C'est avec plaisir, je réponds à cette invitation. Merci encore d'être là. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité, notamment le projet de décret électoral qui suscite beaucoup de réactions aujourd'hui dans la classe politique et aussi dans la société civile. Quel est votre premier regard, votre première lecture par rapport à ce projet de décret électoral avant même qu'on précise, qu'on parle de certains articles l'y composant? Alors, c'est un sujet qui fait même couler beaucoup de salive. Et en réalité, il y a un problème qui se pose. Le gouvernement et le Conseil électoral provisoire cherchent à trouver une solution à ce problème avant même d'enclencher véritablement le processus électoral. C'est ce qui est proposé au projet de décret électoral. Mais la méthodologie qu'on est en train d'utiliser, ou du moins les exigences qu'on est en train de faire comme balise, et il paraît que ça poserait beaucoup plus de problèmes. Or, on ne peut pas résoudre un problème avec un problème. Donc, c'est ce qui suscite... c'est verser de l'huile sur le feu. Voilà, et tant de discussions sur le sujet. Donc, nous sommes à une phase de discussion très avancée avec le Premier ministre, le gouvernement et le Conseil électoral. Vous parlez notamment de votre parti, l'OPL, ou il y a d'autres structures qui font ça? Alors, je sais que beaucoup d'acteurs politiques discutent avec le Premier ministre sur le sujet et avec le Conseil électoral pour trouver ce qu'on appellerait un modus operandi. Même ceux qui n'ont pas signé le pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Oui, il y va même de l'intérêt politique de chacun, et parce que c'est un sujet qui nous unit, en quelque sorte, chacun essaie de donner sa contribution pour voir dans quelle mesure éviter, disons, ce qu'on pourrait considérer comme la plus grande anomalie dans le texte. Alors, parlons justement d'exigences qui sont faites au projet de décret électoral. L'un des articles qui pose beaucoup de problèmes, c'est l'article 130 qui demande à tout parti qui veut envoyer des candidats aux prochaines élections de présenter une liste de 100 000 adhérents, membres ou sympathisants. Quelle est votre position par rapport à cela au niveau de l'OPL? Alors, nous l'avons dit déjà au public, cette exigence-là ne peut pas représenter pour l'OPL un fardeau, dans la mesure où, dans sa base déjà de formation, avec ses structures départementales, ses structures communales et sections communales, l'OPL, dans une certaine mesure, peut répondre
et a beaucoup d'exigences. Y compris celle-ci. Y compris celle-ci, mais nous devons être sérieux aussi sur la question. Exiger à un parti politique en Haïti aujourd'hui 100 000 adhérents pour pouvoir participer aux élections, c'est lourd, quel que soit le parti politique. Mais ce n'est pas lourd pour vous, c'est ce que vous nous aviez dit, c'est ce que vous venez de dire. C'est pas un problème pour l'OPL. Non, c'est lourd quand même. Ah, pour l'OPL, c'est quand même lourd. On peut s'en acquitter, Okay. On peut s'en acquitter, mais c'est lourd quand même. Et voilà pourquoi nous ne supportons pas l'idée. Parce que ça peut créer tellement de problèmes au niveau de la classe politique, et ça pourrait même constituer, si vous voulez, un handicap à la réalisation des élections. Vous nous aviez dit que des discussions sont en cours avec le gouvernement, le Conseil électoral provisoire. Quelle alternative vous présentez au gouvernement, aux autorités? L'alternative, c'est d'essayer de trouver un juste milieu. Qui peut être? Il n'y a pas que l'exigence du nombre d'adhérents, OK, et à satisfaire, sur laquelle à se mettre d'accord, mais il y a aussi une nécessité de rassemblement des structures politiques. Et nous, au niveau de l'OPL, nous faisons cette promotion au niveau de la classe politique il y a des années, parce que on est conscient que notre pays de moins de 15 millions d'habitants, et avec ce territoire un petit peu exigu, avec 750 000 km², ne peut pas héberger plus de 300-400 partis politiques. Et aucun organisme électoral ne peut être en mesure d'organiser des élections avec 200, 300, 400 partis politiques. C'est justement la justification du gouvernement. Si le gouvernement vient avec cet article, selon le gouvernement, effectivement, c'est pour forcer les partis politiques à se mettre ensemble. C'est ça. Voilà pourquoi nous sommes en train, dans nos discussions avec le gouvernement, de construire une alternative pouvant à la fois définir un cadre où une quantité d'adhérents peut être acceptée comme obligation à soumettre. 30 000 comme c'était avant ou 50 000 30 000, plus de 30 000, moins de 30 000. Donc nous pensons que le gouvernement et les acteurs politiques doivent se mettre d'accord sur un chiffre acceptable qui mais ce chiffre acceptable peut être quoi, M. Damio-Cyriac? Bon, ce chiffre, à notre avis, peut être en 30 000, peut-être 35, 40. Okay. Ça ne tuera pas la classe politique, mais demander à la classe politique de se conformer à une exigence de plus de 50, plus de 60 000 adhérents pour pouvoir participer aux élections, ça, c'est vraiment trop lourd. Alors, parlant des élections, justement, le gouvernement maintient le cap vers l'organisation des élections cette année. On parle même de la fin de cette année 2026. Est-ce que vous, au niveau de l'OPL, vous croyez que c'est optimiste, que c'est réaliste plutôt? L'organisation des élections, c'est quelque chose de technique. Et la technicité, il y a plusieurs facteurs dans la technicité. Il y a le facteur de temps également. Il faut, pour réaliser des élections, tout d'abord, le cadre légal. Au moment où nous parlons, et on discute sur l'élaboration du cadre légal qui n'est pas encore prêt. Il est vrai que le CEP a eu, avec le leadership du CPT, qui est parti le 7 février dernier, et a eu un premier décret électoral qui était publié le 1er décembre. Et sous l'égide de ce décret, le CEP a déjà initié le processus électoral. Certaines opérations électorales ont été engagées, mais avec la signature du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, le gouvernement a dû trouver un terrain d'entente avec
CEP pour stopper, si vous voulez, le processus électoral, et on est en train de définir un nouveau cadre légal pour le redémarrage du processus électoral. Je pense qu'au moment où nous parlons, on est à la fin du mois de mai. La possibilité de réaliser les élections en cette année 2026 est quasiment inexistante. Pourquoi? Parce que il faut compter en Haïti 7 à 8 mois à partir de l'adoption d'un calendrier électoral. Donc, et ceci est dans un temps qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui, avec toute l'insécurité qui occupe la scène, qui occupe le terrain. En meilleur moment, on avait besoin de 7 à 8 mois pour planifier. C'est sûr que l'organisation est rallongé aujourd'hui par rapport au contexte. Exactement. Donc, si aujourd'hui, il faut d'abord, comme préalable, le rétablissement de la sécurité pour parler d'élections, et s'il faut assez de moyens techniques et logistiques, pour permettre au CEP de développer ses opérations électorales, s'il faut également réunir des conditions optimales pour que les partis politiques puissent s'épanouir sur le terrain, eh bien, on n'a pas de temps en 2026 pour réaliser les élections. Et ceci, je suis sérieux. Monsieur Daniel Syriac, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, Madame Batelmé. Merci encore. Donc, j'étais heureux d'être avec toi sur le plateau. Merci encore. D'accord. Voilà donc les précisions du porte-parole de l'OPL, Daniel Syriac. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Le comité interministériel d'aménagement du territoire a abordé les questions d'aménagement, de reconstruction et de décentralisation territoriale lors de la 10e édition des Jeudis du territoire. Face à la croissance urbaine désordonnée et à la destruction de plusieurs quartiers causés par la violence des gangs, de nombreuses familles se retrouvent contraintes de vivre dans des conditions précaires. La reconstruction apparaît donc comme une nécessité, souligne Marie-Christine Stephenson, directrice exécutive de la structure. Lors de cette activité, plusieurs agents intérimaires issus de zones touchées par les violences sont appelés à intensifier les efforts contre ce phénomène. Compte rendu de Réti Fortuné. Dans le cadre de la 10e édition des Jeudis du territoire, la question de l'aménagement territorial était placée au centre des débats. Si la décentralisation a toujours été présentée comme une nécessité en Haïti, elle s'avère aujourd'hui cruciale face à la violence des gangs qui contraint de nombreux déplacés à s'installer dans des espaces trop exigus. C'est par ce constat que la secrétaire exécutive du comité interministériel d'aménagement du territoire, Marie-Christine Stephenson, a justifié l'organisation de cette activité, réunissant les maires de plusieurs communes. Aujourd'hui, certains de ces quartiers atteignent une densité urbaine de plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça signifie. 20 000 personnes au kilomètre carré, dont des enfants qui ont des besoins spéciaux, dont des personnes âgées qui ont des besoins spéciaux, des personnes à mobilité réduite, des aveugles, des personnes enceintes qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès aux services sociaux de base, créant des conditions de vie extrêmement difficiles. L'objectif de ces échanges est de formuler des solutions concrètes pour orienter les autorités dans leur gestion de l'espace. Le grand nombre de quartiers entièrement détruits par les violences remettent au premier plan l'enjeu de la reconstruction nationale. Pour la haute responsable de l'institution, cette démarche constitue un remède à la fois préventif et curatif, permettant d'anticiper les vulnérabilités tout en réparant les fractures existantes. La
partenaires qui disent vouloir nous aider dans cette impasse difficile. Cette journée a également permis à des agents intérimaires à la tête de zones autrefois contrôlées partiellement ou totalement par les bandes armées de partager leur expérience afin de mieux appréhender la complexité de la situation locale. Les magistrats des communes de Kinskov et de Gressier ont décrit une réalité sombre et ont lancé un appel urgent à l'État central pour inverser la tendance. Et nous faisons un pile travail avec la police, nous faisons un pile travail tout avec la population parce que en tant qu'autorité, en tant que premier citoyen communal, et en pile fois, et je toujours parler de sécurité, je toujours pense que c'est la police, l'armée d'Haïti qui doit impliquer, et je pense que nous, en tant qu'autorité locale, comme premier citoyen communal, sécurité ville là, il dépend de nous tout. Et nous avons des murs sur route principale là. Mais dans 2 semaines qui sont passées là, nous arrivons à débloquer l'axe principal grâce à support de la police, la mairie et la population. Fidèle à sa mission de définir la politique gouvernementale en matière d'urbanisme, de protection des bassins versants, de gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'équipement, le SIAT poursuit ses journées de réflexion en vue de proposer des solutions adaptées à la réalité du terrain. Toutefois, il reste à savoir si les décideurs prendront réellement en compte les propositions qui seront formulées au terme de ces travaux. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a tenu ce jeudi 29 mai un atelier consacré à la validation du cadre de référence de l'éducation en Haïti. À cette occasion, le ministre a présenté l'état d'avancement de plusieurs chantiers, notamment le renforcement du numérique et l'accompagnement psychosocial dans les établissements scolaires publics. Le titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a également procédé à l'installation de plusieurs commissions nationales portant sur le curriculum, la recherche scientifique, la technologie ainsi que l'orientation scolaire et professionnelle. Ces structures devront proposer des pistes de réforme pour moderniser le système éducatif. Suivez ce reportage de Guerre Pigeon. Au terme d'un double événement destiné à restructurer les bases du système éducatif, le ministre Vigenet Demero a énuméré les chantiers en cours. Prochainement, les écoles et les institutions d'enseignement supérieur recevront des équipements numériques et des kits d'énergie solaire afin de renforcer l'apprentissage en ligne. On équipe qui travaille sur question éducation numérique pour permettre que les professeurs formés puis soient capables d'accompagner les gens dans la question numérique. On équipe qui travaille tout sur mise en place qu'a fait pour nous mettre Internet dans toute l'école nationale dans le pays avec tout le lycée et toute l'université publique avant 30 septembre. Et aussi une équipe qui travaille tout pour permettre que nous ayons électricité, énergie solaire dans toute l'école nationale, dans tout lycée et dans toute université publique départementale. Le ministre de l'Éducation nationale vise également un appui psychologique pour les employés du ministère victimes de la dégradation du climat sécuritaire. Lors de cet atelier consacré à la validation du cadre de référence de l'éducation, plusieurs commissions ont vu le jour. Elles portent sur le curriculum, les filières scientifiques, technologiques et d'innovation, ainsi que sur l'orientation scolaire et professionnelle. La mise en place de ces structures vise à mieux orienter le système scolaire. Nous rencontrons matin principalement dans le cadre processus renforcement activités et initiatives qui ont pour eux avec réforme curriculaire en Haïti. Nous voulons remercier tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent nous depuis plusieurs années dans l'élaboration cadre d'orientation curriculaire, élaboration curriculum et aussi mise en place pour nous capables d'arriver, exécuter, implémenter le curriculum sur le terrain. Si la plupart de ces commissions interviendront dans la mise en œuvre des politiques publiques élaborées pour les différentes filières, celle sur l'éthique de la recherche en éducation réclame un droit de regard sur les travaux scientifiques menés dans le secteur. Ainsi, tout chercheur intéressé par les problématiques de l'apprentissage devra obtenir l'aval de cette structure pour effectuer ses recherches. Autre préoccupation majeure, la tenue des examens d'État et la rentrée scolaire. Le directeur général du MENFP, Osni Jean-Marie,
assure que toutes les mesures nécessaires sont déjà prises. Nous, pas seulement parler d'examen d'État, nous avons parlé de rentrée des classes qui est déjà gagné, 3 réunions qui sont organisées pour depuis jeudi pour nous connaître comment septembre nous allons passer dans sa rentrée des classes. On peut nous signaler dans sa rentrée des classes là, nous qu'on a dit n'a pas accompagner monde, n'a pas accompagner parents dans livre en façon pour pas dépenser trop. Au lieu nous bailler livre dans rentrée, n'a le bailler livre juste en février à mars. Ce qui signifie moun yo trouver non une possibilité parce que nous dit n'a bail livre, l'état dit la bail livre et nous pas jamais arriver faire ça année ça nous garder dans commission ça pour nous voir qui méthode pour nous employer pour nous capable arriver garder si nous ouvrons l'école première semaine septembre avant première semaine septembre faut parents ta connaît qui côté a besoin de livre qui ça n'a bail la fond en bail. Entre le centre d'enseignement technique en cours d'installation sur l'île de la Gonave et la mise en place de l'université publique de l'Ouest, le MENFP s'active sur plusieurs fronts, rappelle son titulaire. Ce dernier vient également de lancer une vaste opération de récupération de chèques destinés à des fonctionnaires qui ne sont plus en poste, mais qui continuaient de percevoir un salaire. Comme annoncé en titre, la République dominicaine rouvrira le 30 mai les vols commerciaux avec Haïti sous certaines restrictions. Seuls les vols en provenance et à destination de l'aéroport du Cap-Haïtien seront autorisés. L'aéroport international Toussaint Louverture reste fermé aux vols commerciaux. Les compagnies aériennes devront transmettre les données des passagers aux autorités dominicaines. Les voyageurs devront remplir un formulaire migratoire ainsi qu'une déclaration sanitaire avant le départ. Les étrangers sans visa dominicain pourront entrer à condition de disposer d'un visa valide des États-Unis, du Canada, de l'espace Schengen ou du Royaume-Uni. Un billet de retour sera exigé. Les vols d'urgence et missions humanitaires restent soumis à autorisation spéciale. Le ministère de l'Environnement a suspendu jusqu'à nouvel ordre l'exploitation de sable à Pèlerin, Laboule et Boutillier. Les autorités invoquent des risques élevés d'érosion, d'éboulement et de glissement de terrain liés à l'extraction anarchique de matériaux. Le ministère rappelle que l'exploitation des carrières est encadrée par la loi et annonce une révision des permis ainsi que de nouvelles études environnementales. Des consultations avec les exploitants et des campagnes de sensibilisation sont également prévues. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Le rappel des titres à la une. Le gang Tibois, dirigé par le chef armé Chrysler, affirme avoir pris le contrôle ce jeudi de la centrale 2 de l'EDH à Torland, dans la commune de Carrefour. Les employés ont été évacués sans violence et aucun dégât matériel n'a été signalé, selon des sources internes. Le groupe armé réclame 8 heures d'électricité par jour pour Carrefour à l'occasion de la Coupe du Monde 2026. La République dominicaine rouvrira le 30 mai les vols commerciaux avec Haïti, mais sous restriction. Seuls les vols vers et depuis l'aéroport du Cap-Haïtien seront autorisés, tandis que celui de Port-au-Prince reste fermé aux vols commerciaux. Les compagnies aériennes devront transmettre les données des passagers aux autorités dominicaines. Puis le ministère de l'Environnement a suspendu jusqu'à nouvel ordre l'exploitation de sable à Pèlerin, Laboule et Boutillier. Les autorités évoquent des risques importants d'érosion, d'éboulement et de glissement de terrain liés à l'extraction anarchique de matériaux. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Restez branchés, la programmation continue. Bonsoir.